La vitesse à laquelle les hormones se retirent de l'organisme peut provoquer un changement. Non seulement, vous savez, la grossesse déforme plus ou moins le corps physique de la femme. Et donc, cette grossesse, si elle n'avait pas été un projet et que ça a été, entre guillemets, un caprice, et c'est pour ça qu'on dit souvent c'est les jeunes mères qui sont plus atteintes. Ça a été un caprice ou ça a été une surprise. Une grossesse non désirée. Non désirée. Elle ne le voulait réellement pas. Elle a fait peut-être pour contenter l'homme. Elle a fait pour X ou Y raison. Pour contenter la société. Mais après la naissance, voilà, et elle trouve son corps très vilain. En dehors du corps, est-ce que tout ce qu'il y a comme charge de travail, s'occuper du bébé, se laver le matin, oui, laver le bébé, est-ce que cela... Tout ça, ça va venir dedans parce que ça va créer chez elle une charge émotionnelle, un changement émotionnel et beaucoup de tristesse parce que ça fait beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités auxquelles réellement elle s'y était pas préparée. Et donc, cela peut amener à rentrer dans un état de tristesse, dans une irritabilité, dans des pleurs parce que le fait est là. Le bébé est là. Le bébé est là. Donc, voilà, allez-y, j'ai une question qui me brûle. Il faut prendre ses responsabilités. Et donc, quand cela arrive comme ça, l'entourage se dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu viens de donner vie et il faut t'en occuper. Mais on oublie que émotionnellement, j'ai parlé des hormones tout à l'heure. Quand ces hormones diminuent de façon très rapide dans l'organisme, ça crée un changement hormonal, ça crée une perturbation dans sa manière de penser, dans ses émotions, dans ses sentiments et tout le reste. Donc, il y a un changement déjà même à la source des émotions dans l'organisme de l'individu auquel elle doit faire face. Et maintenant, la réaction physique qui vient un peu comme pour la crucifier, si je peux dire ça. Moi, Olive, la première fois, pour être honnête, que j'ai entendu parler de postpartum, c'était suite à une annonce d'une dame, une jeune américaine, je crois, qui a étouffé son enfant. Et je me dis, mais est-ce que ce n'est pas un peu extrême? Parce que j'étais tellement révoltée. Et dans les commentaires, certaines personnes disaient, non, vous ne comprenez pas, postpartum. Je me dis, tu ne peux pas détester ton enfant. Est-ce que ce n'est pas un peu extrême? Justement, c'est pour ça que j'essaie de trouver les mots les plus simples pour en parler, tout le monde pour comprenne. Ne pas dramatiser. Voilà, pour ne pas dramatiser, pour que les gens comprennent. Donc, une femme qui n'attendait pas, c'est pas ce qu'elle attendait. Et elle s'accuse ou elle accuse la cause de son malaise, c'est le bébé, c'est le mari. Prioritairement le bébé. C'est le mari qui l'a causé, mais c'est prioritairement le bébé. Donc, l'objet de sa souffrance est là. C'est le bébé qui vient en quelque sorte bouleverser sa vie. Plus, mais il y a des étapes de postpartum. Plus elle est profondément affectée, plus elle va en vouloir au bébé. Et l'une des conséquences, c'est l'infanticide. C'est de mettre fin à la vie de ce qui me dérange. Donc, ce n'est pas qu'elle le fait de façon consciente. Ce sont les symptômes qui la poussent à agir comme ça. Oui, elle peut arriver à tuer le bébé, à s'en prendre au mari, à l'agresser. Et les manifestations diffèrent d'une femme à une autre. Justement, j'allais en demander. De l'environnement. Oui, j'allais poser la question, en quoi ces symptômes varient d'une femme à une autre, avant de parler des différentes formes de la maladie. Bien, c'est simple, les symptômes sont toujours les mêmes. La fatigue, l'insomnie, les pleurs, l'irritabilité, émotions un peu vraiment en fleur de peau et tout ça. Mais il peut arriver que chez certaines femmes, elles aient un bagage émotionnel, non. Elles aient des ressources émotionnelles assez solides pour faire face parce que déjà l'entourage et l'environnement aident plus ou moins. Mais pour des femmes qui sont dans des relations ou dans un environnement plus conflictuel que cela, ça va les plomber davantage quand elles n'ont pas ce besoin. Et donc, la manifestation peut aller de la simple fatigue, de simple insomnie, perte d'albido, de perte de, comment dire, d'appétit, et tout ça peut aller à l'agressivité. Et l'agressivité peut ne pas être que verbale. Parce que quand elle va s'en prendre à son mari,
ou au premier qui lui porte assistance, et que la personne aussi, ne comprenant pas, va riposter avec agressivité, elle va être encore plus agressive. Alors justement, pourquoi la maladie est sous-estimée et mal comprise dans notre société? Et je viens de le dire, pratiquement toutes les femmes sont passées par là. Et on trouve que c'est naturel. Et on trouve que ça arrive. Quand, après l'accouchement, tu dois être fatigué. Tu dois être un peu, tu dois être un peu triste. Et tu dois te poser des questions. Et tout ça. Donc, mais on est tous passés par là. Ta mère est passée par là. Pourquoi toi, tu viens t'en plaindre? Mais on oublie que les circonstances ne sont pas les mêmes d'une femme à une autre, d'un accouchement à une autre. Au temps de nos grands-mères Olive. Bien sûr. Ah. Chaque fois qu'il y a accouchement, il y a eu cette période de tristesse, de remise en question en quelque chose, où est-ce que c'est vraiment moi qui ai fait cela? Parce qu'il ne faut pas oublier, au temps de nos grands-mères, si je peux dire ça, de la petite fille, on prépare l'enfant, le bébé, à être petite fille à être jeune fille à être femme, mais femme à être mère. Et c'est quand... C'est suivi. Et on suit, quand les périodes arrivent, la mère sait quoi te donner. Donc quand la grossesse vient, déjà on te prépare à l'accouchement. Il y a des cours qu'on te donne petit à petit. Et à l'accouchement, tu as de l'assistance où on te donne aussi des codes pour te dire voilà comment on se comporte. Ainsi. Je ne dis rien de grave, mais à la première fois, quand ma petite soeur a fait son bébé, on était encore étudiants, elle est venue à la maison et puis elle déposait, elle dit maman, voilà ça qui est là, qu'est-ce que j'en fais? Je suis fatiguée. Parce que justement, heureusement pour elle, j'étais là, parce que justement, elle avait pris cette grossesse par curiosité. Oh là là. Est-ce que moi aussi je peux être mère? Et donc, c'est venu, ah, Fofo, je suis enceinte. Mais à l'accouchement, quand elle est venue à la maison, elle dépose le bébé. Le bébé était sur le lit, elle s'est levée, elle dit maman, voilà ça là, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'est justement la raison pour laquelle, dans l'ancien temps, comme vous l'avez dit si bien, Jennifer, les mères qui accouchent sont souvent entourées. Mais aujourd'hui, dans le monde moderne, il y a qu'on préfère, c'est pas pour répondre aux questions à votre place, hein, qu'on préfère s'éloigner de la grande famille, n'est-ce pas, pour pouvoir vivre sa vie de couple. Parce que la grande famille est mauvaise. Non, mais c'est pas... Et ce sont des facteurs qui renforcent... Qui aussi renforcent. C'est pas toutes les femmes. La majorité des femmes, d'accord. Mais il faut dire que le postpartum peut aussi arriver à une femme qui a déjà fait 1, 2, 3 accouchements. Ok. C'est fortement lié aux conditions d'accouchement. Alors, est-ce que c'est génétique? Oui, très rapidement, pour finir, parce que... C'est pas du tout génétique. C'est pas parce que ta mère l'a connu, à moins qu'une dépression passe dedans. C'est-à-dire, du simple postpartum, ça passe à une maladie mentale et que dans la famille, il y a eu récurrence de dépression. Alors, comment est-ce que les familles doivent accompagner une nouvelle mère? Bien sûr, il faudrait prioritairement lui permettre de se reposer. Au maximum, de se reposer, de l'aider sur les tâches quotidiennes, mais d'être surtout à l'écoute. Et de ne pas y aller avec violence. De ne pas essayer de la confronter, de la culpabiliser. Il faut comprendre et petit à petit l'aider à récupérer. Et si on voit que c'est assez profond, demander de l'aide, parce que s'il y a des symptômes assez graves, il faudrait qu'elle ait une assistance médicamenteuse. Rapidement, est-ce qu'il y a des préparations avant l'accouchement pour éviter cette dépression? Bien sûr, au cours de la grossesse, c'est important de consulter un professionnel de la santé mentale pour voir comment est-ce que vous avez... En dehors du gynéco ou de la sage-femme. Voilà. C'est pour ça que aussi nos gynécos doivent apprendre à travailler avec aussi des professionnels de la santé. Ils ne peuvent pas tout faire. De la santé mentale. De la santé mentale. Ils ne peuvent pas tout faire tout seul. Donc c'est vrai que dans le parcours, vous allez avoir quelques cours, mais ça ne fait pas de vous un spécialiste. Donc vous faire aider davantage, ça va aider les familles à mieux se porter. Donc il faut forcément qu'au cours de la grossesse, que et le mari et la femme prennent conscience que ce projet, on ne l'a pas bien conçu
ça risque de nous perturber. Même quand c'est, et qu'ils ça ne prennent, coûte rien de prendre les dispositions qu'il faut. Alors Jennifer, Monsieur Alikono, merci. Jennifer, je vous laisse dérouler le reste de votre programme pour la journée. Des sujets de plus en plus intéressants sur ce plateau de santé. C'est le lieu de vous remercier, Olive, parce que ce sont des pathologies qu'on ne maîtrise pas forcément et qui pourtant font beaucoup de mal. Merci beaucoup, Monsieur André Alikono. Nous avons rendez-vous dans quelques minutes. Vous le savez, Olive, j'ai mis la main sur votre invité pour ce jour. Alors, nous allons passer à une autre étape à présent. Nous allons recevoir des invités. Ils ont prévu un camp pour la jeunesse. De quoi s'agit-il? On le saura. Et au moment où je suis en train de vous raccompagner, ils vont s'installer, c'est bien sûr. Ils vont nous parler du camp des jeunes pour la révolution spirituelle. Alors, à tout à l'heure, Olive. Mes invités s'installent certainement. Voilà, il est déjà sur ce plateau. Il s'agit de Monsieur Toussaint Segla. Vous êtes membre du comité d'organisation. Bonjour. Bonjour, Madame la journaliste. Alors, vous nous parlez du camp des jeunes pour la révolution spirituelle. De quoi s'agit-il? Merci beaucoup. Quand nous parlons du camp des jeunes pour la révolution spirituelle, c'est une organisation du mouvement chrétien pour la vision céleste qui vise à rassembler donc tous les jeunes du nord au sud, de l'Est et à l'Ouest, au pied du Seigneur. D'accord. Alors, quels sont vos objectifs? Quels sont les objectifs de ce camp? Donc, en cette période de vacances, ce camp vise à révolutionner les jeunes, à les restaurer, à restaurer la jeunesse. Ce camp vise à susciter en eux tous les talents qui dorment. Parce que quand nous parlons de la jeunesse, vous savez très bien que c'est une tranche d'âge qui est active. Et il y a beaucoup de choses que Dieu a déposées dans la vie des jeunes. Donc, ce camp vise à susciter dans tous les talents et les dons qui sont dans la vie de ces jeunes. Ce camp vise également donc à bâtir la jeunesse pour une vie exceptionnelle et éternellement profitable. D'accord. Alors, quelle est la période? Ça commence quand? Ça finit quand? Ça commence le dimanche prochain. Le dimanche prochain, c'est le 28 juillet, donc jusqu'au samedi 3 août 2024. Donc, le dimanche, dans l'après-midi, tous les pèlerins vont descendre. Donc, juste après 15 heures, déjà après-midi, ils peuvent descendre dans le camp et c'est jusqu'au samedi 3 août 2024. D'accord. Et quel sera le déroulé? Quels sont les programmes? Bien, tous les jours, à partir de 7 heures. Donc, comme les jeunes seront campés, ils seront dans le camp à partir du dimanche. Les activités démarrent chaque jour à 7 heures par des enseignements, par des jeux bibliques, par des concerts musicaux. En parlant de concert, nous avons un artiste Papa John Migan, qui sera de la partie, qui va animer donc les sections de chant, de louanges, et il y a plein d'autres choses qui vont meubler donc ce programme. Et qui peut prendre part à ce camp et comment y participer? Tous les jeunes sont invités, que vous soyez jeune élève, jeune étudiant ou jeune professionnel, vous êtes invités donc à ce camp. D'accord, je crois que c'est un camp totalement gratuit. C'est gratuit. Totalement gratuit. C'est gratuit. Merci beaucoup d'être passé, Monsieur Monsieur Toussaint Segla. Vous êtes membre du comité d'organisation du camp des jeunes pour la révolution spirituelle. Je pense qu'on prend le rendez-vous justement pour participer à ce camp. Après vous, je l'ai vue, elle est toute en beauté, toute bien mise et elle sourit beaucoup. Elle va venir. C'est bien sûr Saint-Tiche Quincemont. On parle aujourd'hui art avec elle et elle s'installe tout de suite avec son invité. Bonjour Saint-Tiche, comment allez-vous? Bien. Oh là là. Oh là là. Bonjour, bon, ok, d'accord. Je voulais vous dire, vous avez emmené votre tout petit sac, tout mignon, tout joli que j'ai envie d'arracher. Mais lorsqu'elle est en train de s'installer, votre invitée, je comprends un peu. Bonjour Saint-Tiche, à nouveau, comment allez-vous? Bien Jennifer, et vous? Vous êtes toute en beauté, ça va. Alors on parle de quoi aujourd'hui? De sacs ou de pierres? Parce que je vois des sacs, je vois des chapeaux, etc. De quoi parle-t-on? Ben, je vous réserve la surprise. D'accord. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, surtout de la parenthèse. Aujourd'hui, l'art nous fait voyager dans l'univers de la joaillerie. Est-ce que ça vous parle? Et si vous cherchez des bijoux spéciaux pour des occasions spéciales, ces bijoux sont vraiment des œuvres d'art bien pour... Et il raconte, chaque pièce raconte une histoire et ajoute une touche de luxe à n'importe quelle
tenues. C'est tellement fascinant de voir comment les pierres précieuses et les métaux se combinent pour créer des pièces magnifiques. Eh bien, nous sommes aujourd'hui avec une joaillière. Elle s'appelle Catherine Agia Tomeno, c'est bien ça? Oui. Bonjour, comment vous allez? Bonjour, madame, je vais bien chez vous? Très bien. D'accord. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de tout ça. Je montre un peu aux téléspectateurs la Ce sac, je crois qu'il ne va pas rentrer. Ça, c'est le sac. Ce sac, il ne va pas rentrer. Je vous préviens tout de suite, Madame la joaillière et Saint-Tiche. Ce sac, il ne rentre pas. Ne vous inquiétez pas. Comment devient-on, Madame Catherine, joaillière? Ok, merci pour l'invitation. Pour devenir joaillière, il faut apprendre le métier. D'accord. Et c'est un métier qu'on apprend comme tout autre métier. Et moi, je l'ai apprise parce que j'avais la curiosité de savoir comment se fait toutes ces œuvres avec la main. Voilà, donc c'est ça qui m'a amené à apprendre ce métier. Voilà. D'accord. Et est-ce que la demande est forte déjà? On va commencer par là parce qu'on voit que vous faites différentes choses. Là, je montre un peu au téléphone. Ça, c'est un très beau chapeau que les Nigériens ont l'habitude de mettre. Avec les perles qui vont avec, parce que j'ai l'œil. Je ne sais pas si ça me va, mais je me fais le malin plaisir de le mettre. Vous êtes toute belle avec. Et il manque le collier. Oui. Et vous êtes prête pour la cérémonie. Voilà. Du coup, dites-nous, est-ce que la demande déjà, elle est forte pour que vous puissiez faire tous ces objets-là? Voilà, oui, je répondrai oui à votre question. La demande est forte. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont compris que les perles, pour les porter, il faut aimer la beauté. Et puis la résistance, c'est que pour les œuvres en perles, ils sont très résistants, ça ne se gâte pas très vite. Voilà. Okay. Et c'est très bien fait et c'est très belle, voilà. Alors dites-nous, ces faits main là, ça vous prend combien de temps? Par exemple, ce beau sac-là, vous l'avez fait en combien de temps? Et si je n'ai que ça à faire dans la journée et que c'est une commande un peu pressée, je peux prendre une journée. C'est pas vrai. Une journée pour faire ça? Oui, toute une journée. C'est un peu rapide. Saint-Tiche, je pense que je vais me déplacer vers vous. Je vais marcher un peu, venir vers vous et toucher ce beau sac. Vous voyez, il y a plein de trucs, il y a d'autres... Qui est très joli. Voilà, là c'est à la mode, je crois. Absolument. C'est assez tendance. Et il y a des petits porte-clés. Et tout ça fait, mais les porte-clés, ça prend combien de temps aussi? Ça dépend. Tous les œufs dépendent. Ça dépend de. Et ça ne va pas prendre une journée aussi? Oui, ça peut aussi prendre une journée. D'accord. Mais il y en a qui peuvent prendre même un mois. Ça dépend de l'équipe et ça dépend de la pression. D'accord. En fait. Tout de suite, parlant de ça, j'ai envie de vous demander où est-ce que vous trouvez ces perles, ces pierres-là? Est-ce que c'est vraiment disponible en quantité au Bénin pour pouvoir voir ces productions en quantité? Oui, je dirais qu'on a la chance d'avoir les bonnes dames, nos bonnes dames du marché d'Antokpa, Wando, Kokokodi et autres, et qui vont à la source nous amener et ces perles-là. Donc nous avons un peu la facilité d'avoir accès ici au Bénin. D'accord. Voilà. Vous êtes dedans depuis combien d'années, Madame Catherine? Je suis dedans depuis 2013, donc ça fait déjà une dizaine d'années. Voilà, plus de 10 ans. D'accord. Qu'est-ce que vous faites pour la jeunesse aujourd'hui? L'artisanat est de plus en plus prisé, mis en valeur. Absolument. Les artisans sont pleins. Et si je suis jeune, j'ai envie de devenir joaillière, j'ai envie de travailler avec les perles, les pierres, comment je fais? Est-ce que vous avez eu d'activités, des choses que vous faites pour la jeunesse béninoise? Oui, et pour la jeunesse, d'abord, moi, je suis l'une de mes spécialités, c'est la formation. D'accord. Vous transmettez. Oui, je forme des jeunes qui désirent. Si je veux me former moi, je prends rendez-vous quand? Si vous avez le temps de faire juste pour me fabriquer. Ah d'accord, non, c'est pas possible. Voilà. Je me forme juste pour me fabriquer ce sac et puis après je prends congé de vous. Il n'y a pas que ce sac dans le domaine. Donc il y a la formation que nous faisons
et pour les jeunes désireux. Et il y a également, en fait, dans le métier, on a remarqué depuis des années qu'il y a une petite négligence envers nous. D'accord. Et c'est un métier très noble, je vous l'avoue. Et les gens ne reconnaissent pas le travail que vous faites. Voilà. Et comme on le dit, il faut se donner soi-même de la valeur. Ouais. Donc pour cela, on a initié un événement depuis 2 ans qu'on a appelé la Nuit des Joailliers. D'accord. C'est un événement de distinction et un dîner de gala. On essaie de sélectionner certaines personnes qui sont dans le domaine, qui continuent de se battre pour la valorisation du métier. Donc on leur donne un petit trophée symbolique juste pour les encourager et on reste ensemble pour faire la fête. D'accord. Et nous serons vos prochains invités, je vous invite déjà demain. Ah, c'est déjà demain. Je suis avec vous. Voilà, vous aurez l'occasion d'avoir vos sacs. Voilà, pour le sac, ma bataille, je viens pour ça. La soirée de gala demain à partir de 18h à Kalimas Hotel à Agla. D'accord. Bon, Madame Catherine Jennifer, j'ai une inquiétude. Dans quelques petites secondes. Non, ne vous inquiétez pas, c'est pour les téléspectateurs. Le prix. Est-ce qu'il n'est pas un peu trop exorbitant? Le prix des articles, c'est ça? Oui. Vous voulez... Apparemment, c'est un peu trop. Oui. Bon. Pourquoi? Une estimation peut-être? Ou pourquoi c'est cher, justement? Voilà. Vous savez, il faut pour ceux et ces œuvres, il faut acheter les pelles et il faut aussi calculer le temps de travail. Et il y a tous, on ne peut même pas tout calculer pour vendre. Donc, on essaie de réduire les coûts. Ne vous inquiétez même pas. Nos prix sont même à partir de 100 francs. D'accord. On a même des objets à partir de 100 francs. Et dès que vous serez là demain en tant qu'invité, vous aurez l'occasion de voir nos articles exposés également. D'accord. Voilà Jennifer aujourd'hui dans l'art, parce que c'est de l'art tout ce qu'on voit là. Et quand vous parlez d'art, vous nous ramenez toujours de belles choses. Ah oui, Jennifer. Vous nous faites rêver. Merci beaucoup, c'est pour le plaisir de tous. Alors, je vais vous raccompagner. Est-ce que vous jouez? Malheureusement, non. Malheureusement, non. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo? Est-ce que vous connaissez les jeux vidéo? Il y a le e-sport, je crois que ce sont les jeux vidéo qu'on fait sur Internet, un peu partout. Les jeux vidéo, non. Les jeux vidéo, moi, voilà. Je sais, je sais. Il y a aussi Christelle Tongodo. Absolument, je vous connais pour téléphone. Donc, le e-sport, c'est carrément, au-delà de tout ce qu'on a et qui représente le jeu, c'est carrément une sorte de discipline. C'est quelque chose qui est de plus en plus promu. Et nous avons des jeunes qui s'y adonnent. D'ailleurs, ils sont dans ce studio. Au moment où vous serez en train de descendre, ils vont s'installer. Ils sont déjà là. Merci et au revoir, Saint-Tiche. N'oubliez pas, Madame Aguiar Daro, je vous garde le passerai. Merci, Saint-Tiche. Vous assurez mes arrières. Vous assurez mes arrières. Alors justement, ils sont en train de s'installer. Vous les voyez s'asseoir là sur ce plateau. Je parlais du e-sport au Bénin, l'association AfriGamers, engagée pour sa promotion. Ce sont des jeunes qui aiment certainement les jeux vidéo et qui ont décidé de faire autre chose au-delà des jeux vidéo. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien, vous? Ça va très bien. Alors, Monsieur Médard Djekete, président du comité de promotion de l'e-sport au Bénin. Tout à fait. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Alors, en face de vous, j'ai Jean-Yannick Seignon Runtongbe. J'espère que j'ai bien prononcé. Bien ça. Voilà, formateur et athlète e-sportif AfriGamers. Bonjour et bienvenue également. À vos côtés, Lionel Primaël Sévi, formateur et athlète e-sportif AfriGamers. Bonjour. Bonjour, madame. Alors, d'où est venue cette passion pour les jeux vidéo et comment ça s'est transformé en engagement par la suite? Bon, ok. Au départ, c'est vrai que c'était juste une passion qui a été inculquée par les parents. D'accord. J'avoue que les parents voulaient qu'on reste un peu à la maison, donc ils nous avaient initiés aux jeux vidéo. D'accord. Et avec oui, c'est une bonne méthode pour qu'on ne sorte pas trop. Ça, c'est vrai. Alors, c'est pareil pour vous, hein, c'est parti de la maison, jouer et tout ça. Et après, vous avez compris qu'il fallait promouvoir cela, c'est ça? Oui. D'accord, pour tout le monde. Alors, vous avez une association, AfriGamers, justement, qui est engagée dans la promotion. Pourquoi créer une association et pourquoi promouvoir le e-sport au Bénin? En fait, il faudrait remarquer que l'e-sport est un marché de plus de 183 milliards d'euros. D'accord. En 2024, bien entendu. C'est un marché qui prend de l'ampleur. Et nous, au départ, c'était, comme j'ai dit, une simple passion.
Mais actuellement, nous avons compris que nous pouvons professionnaliser le domaine et qu'il y avait non seulement beaucoup d'argent à se faire, mais qu'il y avait beaucoup de métiers qui gravitaient autour de cette activité. D'accord. Et justement, les métiers, c'est un peu comme les nouveaux métiers. Ça entre un peu dans le cadre des nouveaux métiers que nous offre le numérique, n'est-ce pas? Tout à fait. Vous avez une préférence? Oui. C'est quoi votre préférence? Bien, je suis gamer compétiteur. D'accord. Et vous? Pour ma part, je suis streamer, gamer et récemment caster. Streamer? Oui. C'est quoi? C'est partager son contenu vidéoludique des jeux vidéo sur le net. D'accord, gamer. YouTube, Twitch et bien d'autres. Gamer, je suppose, c'est joueur. Oui, bien sûr. Et après, castreur? Casteurs, ce sont les commentateurs, comme M. Jacques Okoubansou. Ah, d'accord. Alors, c'est carrément le sport qui est déplacé, je dirais, sur les appareils électroniques. Et pour finir, très, très rapidement, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous avez lancé une journée porte ouverte. De quoi s'agit-il? Qui veut mieux m'expliquer de quoi il s'agit? Ouais. Alors, on y va. OK, la journée porte ouverte, déjà, c'est le 3 août. Et bon, elle a pour but de montrer que l'e-sport fait la promotion du numérique et que nous pouvons l'utiliser comme un levier pour pouvoir permettre le développement et l'épanouissement des jeunes. Absolument. Ça va permettre déjà aux parents de pouvoir déconstruire les idées arrêtées qu'ils ont, de pouvoir initier leurs enfants et de pouvoir leur permettre de se projeter dans l'avenir pour pouvoir effectuer certains métiers du numérique. Ce qui est très intéressant quand on a pris contact avec vous, c'est que c'est la période des vacances. Les jeunes s'ennuient parfois ou soit ça donne à des distractions pas toujours saines. Je pense que c'est intéressant parce que ce sont de nouveaux métiers, ce sont de nouvelles découvertes. L'électronique est en plein essor, j'ai envie de dire. Donc, qu'est-ce qu'il y aura à découvrir à ces journées portes ouvertes, des jeux vidéo à jouer? Racontez-nous un peu très rapidement et puis on prend congé de vous. Déjà, il faudrait comprendre que les ateliers sont ouverts aux 7 à 17 ans. D'accord. Mais les autres plus grands peuvent venir, c'est une journée porte ouverte. Totalement gratuit. Totalement gratuit. Totalement gratuit. Pour faire du free play. D'accord. Et je dois annoncer qu'à la fin de tout ceci, outre les autres stands pour les métiers du numérique, il y aura une grande finale, la grande finale de la Bénin Sport League. D'accord. Et pourquoi vous m'excluez, moi? Pourquoi vous voulez que des gens de 7 à 17 ans? Je vous ai fait quelque chose? Non, ça c'est pour les petits ateliers. Hein. Les plus grands vont faire du free play. D'accord. Donc je peux passer également. Tout à fait. Parce que je connais rien justement à ces e-sport. Voilà, vous voyez, je me perds également. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur ce. Comment on va pas vous contacter? On peut vous contacter à travers une plateforme certainement. Oui. Tapez peut-être Afrique Gamers et puis vous serez totalement mis en contact avec nos invités. Merci beaucoup, Médard Djekete. Vous êtes le président du comité de promotion de l'e-sport au Bénin. En face de vous, Jean-Yannick Seignon-Rontongbe, le gamer par excellence, formateur également et athlète e-sportif. Vous voyez, c'est tout un arsenal. Et en face, Lionel Primael Sévi, formateur également et athlète e-sportif, Afrique Gamers, caster. Streamer, voilà. Je finirai par m'habituer. Merci beaucoup d'être passé, mesdames, messieurs. C'est le moment du débat. Je vous l'annonçais. Aujourd'hui, on parle d'une thématique, on parle d'un mal qu'on ne voit toujours pas venir, mais qui fait beaucoup de victimes et qui peut parfois conduire au suicide. Il s'agit de la dépression. On en parle tout de suite dans le talk. On installe nos invités. C'est l'heure du débat matinal sur la parenthèse. C'est l'heure du talk. Nous parlons aujourd'hui, je le disais, de la dépression au suicide, parce que c'est un phénomène dont on n'arrive pas toujours à parler, mais qui fait beaucoup de victimes. Nous observons de plus en plus de personnes qui se suicident et qui n'ont pas peut-être eu la bonne info, eu recours là où il fallait. Et on se demande sur ce plateau comment endiguer le mal. Je reçois pour en parler, mesdames, messieurs, déjà André Alironou qui est resté avec nous. Bonjour et... je n'ai plus besoin de dire bienvenue. En tout cas, à nouveau, bonjour. Vous êtes psychologue clinicien. Juste à côté de vous, docteur Ganiat Akambi, vous êtes médecin et surtout activiste. Vous vous intéressez beaucoup aux questions de la dépression et surtout du suicide. Déjà, pourquoi s'intéresser à cela? Alors, parce que tous les médecins ne le font pas forcément, je crois. Ouais. Alors aujourd'hui, je me suis intéressée à ça parce que c'est un problème aujourd'hui qu'on retrouve généralement dans la société, surtout chez les jeunes. Et nous militons surtout pour ça parce qu'on dit la jeunesse, c'est
la force du lendemain. Et si on a un problème aujourd'hui, il faut en parler. D'accord. Et en face de vous, Monsieur Maurice Assogba Okri, vous êtes sociologue, anthropologue des cultures et sociétés. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Un plaisir pour nous de vous accueillir. Bonjour madame. Bonjour monsieur Assogba Okri et merci d'avoir répondu à notre invitation. Déjà, je commence avec le psychologue, le psychologue clinicien. La dépression conduit parfois au suicide. Entre-temps, très rapidement, qu'est-ce qui se passe pour que l'invité quitte de cette phase de peut-être frustration ou cette phase de colère pour sombrer dans la dépression et ensuite penser au suicide? On a envie de savoir. Oui, parce que, en fait, il faut dire que la dépression, c'est un mal courant. Pratiquement, on dit aujourd'hui, avec le MES, que près de 30 ou plus de 30% de la population souffre de la dépression. C'est-à-dire une personne sur 3. D'accord. Pratiquement. Et donc, il faut dire, on est tous pratiquement exposés à cette maladie. Qui pourtant est simple. Comment j'explique? Je pense que dans l'explication, tout le monde sait un peu de quoi on parle. Mais il faut aussi un peu imaginer un peu. La dépression, c'est comme si vous regardez le monde en portant des lunettes. Si j'ai dit noir, c'est un peu trop... Ça dépend. Je vais dire des lunettes en bois. Oh là là. Vous ne voyez pratiquement rien. Vous êtes dans le noir. Vous êtes coupé de tout. Vous n'avez aucun moyen. Vous vous sentez totalement dans l'abîme, sans issue. Wow. Et donc, quand c'est comme ça, vous n'êtes plus utile à quelque chose, même pas à vous-même. Et vous ne sentez plus l'utilité de votre vie. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? On se donne la mort. Mais ce n'est pas étable. Ce n'est pas tous les dépressifs qui le font. D'accord. À quel moment, justement, l'envie de suicide survient? Parce que je sais, docteur Ganiat Akambi, que vous recevez beaucoup de personnes, vous vous entretenez avec des gens. À quel moment l'individu a envie d'en finir? Alors, pour parler du suicide, d'abord, le suicide, c'est un acte qui permet de mettre fin à sa vie. Et pour commencer, ça vient d'une cause. Et la cause la plus importante, c'est la dépression. Nous avons également les troubles bipolaires et parfois des maladies, la schizophrénie. Mais nous allons plus nous accentuer sur la dépression. Et cette dépression vient de beaucoup de choses. Par exemple, on a des causes qui viennent de l'échec, de la stagnation professionnelle, des manques de moyens financiers, des problèmes de couple, des gourmets aujourd'hui, comme on en parle et tout. Ne vous suicidez pas pour des gourmets. Voilà. Et ça arrive, mais évitez voilà, pendant les consultations, quand les personnes viennent, parce qu'ils ont des retentissements physiques, ils pensent que voilà, quand la personne a les maux de tête, il vient, c'est les maux de tête et tout, mais quand tu vas en profondeur, tu vois que le problème vient de quelque part. Donc c'est d'abord ces causes-là, en fait, qui entraînent cette personne. La personne reste beaucoup plus longtemps dans la dépression et et justement, le psychologue nous parlait tout à l'heure d'étapes. Il dit c'est quand on atteint ce pic-là qu'on pense au suicide. C'est quoi ce pic, en fait? Alors, c'est le moment ultime où la personne pense que voilà, le suicide est son dernier recours. Et généralement, les gens qui sont en dépression sont des gens qui donnent des signaux. Et l'entourage n'arrive pas à reconnaître. Et d'abord, cette personne aussi n'arrive pas à reconnaître d'abord qu'elle est en dépression. Et l'entourage aussi, cette personne essaie d'envoyer des choses. Je suis fatiguée, et je n'ai plus envie de faire quelque chose. Malheureusement, on en rigole. On en rigole. Ou cette personne est débraillée, cette personne n'a plus envie de se donner à 100%. Et il essaie de demander de l'aide. Et quand cette personne ne trouve pas de l'aide, finalement, il pense que le dernier recours, c'est le suicide. Merci beaucoup, mais dans nos cultures et dans nos sociétés, forcément, le suicide, il est, je ne dirais pas dénigré, mais en tout cas, il est mal perçu, il n'est pas accepté. Vous qui êtes sociologue et anthropologue, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent, autres que la dépression, qui peuvent favoriser cela? On nous parle parfois d'aspects spirituels, etc. Qu'est-ce qu'il faut, comment on peut comprendre cela? Bien avant même de répondre à votre question, je vais aller un peu plus loin au-delà de l'analyse qui prend comme référence l'individu et vous dire que même le suicide a des tenants sociaux. Ah bon? Oui. Ça voudrait dire quoi?
Vous savez, lorsqu'une personne est mal intégrée dans sa société, tout à fait. En ce moment-là, la personne aussi peut se suicider. Donc, ça voudrait dire que le suicide n'est pas que l'acte individuel, mais elle a aussi, du moins, il a aussi un acte éminemment social. Absolument. Et comment ça se manifeste, ce suicide social? La plupart du temps, il y a 4 niveaux de suicide. Il y a 4 grands en termes de typologie de suicide. Il y a un suicide que vous allez entendre parler de suicide anomique, lorsque la société ne fonctionne plus bien, par exemple en temps de guerre, lorsque la société ne fonctionne plus bien, l'individu, la personne ne se sent plus véritablement intégrée à sa société et préfère mettre fin à ses jours. Il y a aussi un suicide altruiste. Altruiste, le thème fait un peu rire, mais bon, c'est ça. Quand même, hein, quel bonheur tu me procures. Vous savez, pour la petite histoire du kamikaze, c'est un thème japonais qui voudrait dire se tuer pour défendre sa patrie. Ah, voilà, donc le candidat au suicide préfère, tellement qu'il est intégré à sa société, pour défendre cette patrie-là, il préfère aller se donner la mort. D'accord. Donc, il y a aussi un suicide... Quel patriote. Quel patriote. Il y a aussi un suicide qu'on peut qualifier d'égoïste. Ben, il a fait peut-être une bêtise et puis, bon, pour ne pas qu'on le réprimande, la personne peut aller se suicider. Il y a aussi un autre type de suicide qui est certes moins fréquent sur notre tropique ici, mais c'est un suicide de frustration. Comme vous avez dit, un peu comme la dépression. Voilà, par rapport au gourmet, par exemple, lorsque j'ai l'objet de mon amour ou l'objet de mes sentiments, ce n'est pas réciproque. En ce moment-là, je peux me donner la mort ou l'individu aussi peut se donner la mort. Eh bien, dis donc. En tout cas, dans nos sociétés, c'est vrai que vous avez un peu ramassé cela, mais parlons peut-être anthropologie. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui influencent? Souvent, c'est beaucoup plus au niveau de... Nous prenons d'abord comme essence au niveau de l'intégration de la personne dans sa société. Anthropologiquement parlant, le suicide est la résultante des actions communautaires et non d'une action individuelle. D'accord. Quelqu'un qui est peut-être délaissé... Quelqu'un qui est peut-être délaissé peut être poussé au suicide. Qui est martyrisé, qui est martyrisé, qui subit beaucoup de choses, beaucoup de brimades, etc., etc., peut être amené à se suicider. Donc, nous ne disons pas que c'est l'individu qui décide d'aller se suicider, plutôt que c'est la société qui conduit, qui pousse cette personne-là à aller vers le suicide. D'accord. Alors, M. Alironou, tout à l'heure, elle nous a parlé, docteur Akambi, de signaux. Comment est-ce qu'on peut percevoir? Parce que vous êtes là, un matin, vous apprenez peut-être sur un réseau social qu'une telle jeune femme s'est donné la mort, quelqu'un s'est pendu, quelqu'un s'est jeté du pont. À quel moment on sait que voici, il y a des signaux, il faut récupérer, il faut parler, il faut accompagner quelqu'un? Je vais, pour répondre à la question, donner un exemple. On parlait de la dépression sur un plateau. Quand un monsieur qui était là me disait après... il continue de regretter, pas lui directement, mais un de ses proches amis a reçu un SMS de son petit frère un matin. Grand frère, vraiment, je n'en peux plus. Oh là là. Je pense que si tu n'as plus de mes nouvelles, adieu. Oh là là. Et lui, étant enseignant très occupé, il s'est dit, bon, je vais répondre après. Et deux jours après, on l'appelle pour dire, ton frère s'est suicidé. Wow. Et là, lui, il est totalement... Pour dire quoi? L'individu, elle a dit, la dépression, oui, ne s'installe pas du jour au lendemain. Non seulement ça, mais je l'ai dit, c'est une affection plus ou moins banale parce que l'individu est encore entièrement, il s'appartient entièrement. Et il sait qu'il y a un malaise. Et il fera tout pour essayer, à sa manière, de résoudre le problème, de trouver solution. Et entre autres choses, quand il a épuisé ses propres ressources, il cherche recours auprès de tous ceux qui, quitte à aller vers son ennemi. D'accord. Il le fera. Maintenant, c'est le retour, et c'est là que je suis d'accord avec mon cher Maurice, le retour de la société qui le pousse à prendre cette décision. Justement,
se retourne, vous savez, on se dit on ne va pas faire des enfants gâtés. Peut-être vous êtes parent, votre enfant vous dit pardon un matin, papa, je n'en peux plus. Vous vous dites, écoute, moi j'ai subi plus que ça à ton âge. C'est un caprice. Ou vous avez une amie, peut-être qui subit quelque chose qui est moindre que ce que vous pensez avoir subi, avoir surmonté. Vous vous dites, mais elle va s'en remettre. Est-ce qu'en ce moment-là, on crée des conditions? Est-ce que ce n'est pas parce qu'on se dit, j'essaie de rendre la personne plus forte? Est-ce qu'après, vous voyez que cette personne se suicide? Il y a quand même un peu un problème. Il faut faire très attention, et ça, je le dis clairement aux téléspectateurs. Ne prenez aucune alerte pour, je vais dire, caprice. Est-ce que ça ne peut pas être un caprice des fois? Non, même si le caprice peut pousser au suicide. Et je pense qu'il a dit tout à l'heure, le caprice de l'enfant peut le pousser au suicide parce que son caprice a été mal interprété et vous n'avez pas donné la réponse adéquate au caprice. Et frustré, il dit, bon, je vais attirer davantage son attention. Le caprice le pousse à se suicider. Donc, ne prenons pas ça à la légère. Dès que l'enfant le dit, même si c'est un caprice, prenons ça au sérieux, donnons la réponse qu'il faut, parce que la seule chose qui pousse au suicide, c'est l'absence d'assistance. Quand l'individu se sent abandonné par ses propres forces et par l'environnement. Donc, c'est quand il voit, il a une mauvaise interprétation de l'environnement. Donc, il y a plus, je ne me retrouve plus dans ce milieu. Quoi bon de continuer? Mais quand on lui donne des arguments, continue de lui donner des arguments que ça, tu peux encore compter sur moi, même si il n'a pas la totalité de l'aide qu'il veut, il va s'accrocher à cela. Parce que tout ce que le dépressif demande, c'est qu'on lui tende la main, qu'on lui tende la pêche, qu'il puisse s'accrocher. Que cela puisse le sortir ou pas, il ne cherche pas à savoir tout de suite. C'est est-ce que j'ai une petite aide de quelque part? C'est tout. Alors, malheureusement, hein, madame, docteur, Ganiata Kambi, je le disais et nous avons eu une belle réponse, mais on a tendance à se dire, oh, mais tu n'as pas d'argent, moi j'ai vécu pire, etc. Comment on peut assister le dépressif et vraiment changer sa mentalité? Alors déjà, c'est, comme l'a si bien dit mes chers collègues ici, c'est d'abord d'écouter cette personne. Essayer de comprendre ce que cette personne vit. Et je dis quelque chose, on a souvent l'habitude d'être plus concentré sur nous-mêmes. On dit moi, même eux, on ne fait pas attention à l'autre, tue-toi. Et quand cette personne vient, on essaie d'écouter. Après, on dit, comme vous l'avez si bien dit, bon, tu sais, moi-même, je suis passée par là. Nous avons tous vécu ça. Oui, tout. Entre autres, en fait, aujourd'hui, cette jeunesse, elle n'est plus forte comme avant. Comme vous voulez le dire, quelqu'un qui a un gourmet aujourd'hui se suicide. Et comme quelqu'un à qui on annonce une mauvaise nouvelle à l'hôpital, vous avez le cancer, vous avez l'hépatite. Parce que moi, j'ai appris qu'il y a un jeune qui s'est suicidé parce qu'on a dit qu'il a l'hépatite B. Alors, l'hépatite, ça se soigne, en fait, aujourd'hui. Donc, ce n'est pas un problème. Il faut essayer d'abord de comprendre, d'essayer au moins de donner un instant à cette personne-là, de comprendre la réalité, ce que cette personne vit. Et dès qu'on comprend, on pourra l'aider. Maintenant, il faut savoir comment l'aider. Si c'est sur l'ordre financier, c'est-à-dire si la personne a un problème financier, je l'aide. Si je sais que je ne peux pas l'aider financièrement, je l'envoie vers quelqu'un qui peut franchement l'aider. Mais c'est comme ça on peut aider quelqu'un surtout. Lorsque c'est une dépression, lorsque la personne se dit tant qu'elle ne revient pas, tant qu'il ne me revient pas, je dois mourir. Non, alors on n'est pas, comme je le dis, on est juste dépendant de Dieu, on n'est pas dépendant de quelqu'un. Si quelqu'un t'aime, la personne sera là, il restera là avec toi. Il faut conseiller celui qui vient vers vous, pour qu'il ne se mette pas fin à ses jours. Parce qu'on peut rencontrer quelqu'un à tout moment. Et justement, et pour aider, en fait, ce n'est pas aider une seule fois. Quand quelqu'un déprime, c'est une maladie. La dépression est une maladie et qui envoie vers le suicide. Ça, c'est clair, quoi, en fait. Et quand cette personne reste déjà pendant un laps de temps dans sa dépression pour un bon moment. Et pour aider cette personne, on ne doit pas être fatigué. La personne est venue vers toi une fois, tu dis, bon, je t'ai déjà aidé une fois, 2 fois. Bon, c'est bon, moi-même j'ai mes problèmes. Non, tu peux aider quelqu'un sur 1 an, 2 ans, 3 ans, quitte à ce que cette personne se retrouve dans la vie. Monsieur Maurice Assogba-Okri, c'est vrai, vous nous avez expliqué le rôle de la société. J'ai envie de dire, la société est coupable quand même, hein, quand on vous suit. Mais vous savez, il y a parfois des habitudes qu'on a, peut-être entre amis. Quelqu'un vient vous dire, écoute, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé. Ce n'est pas méchant, mais tout le monde se met à rigoler.
Vous voyez, ou après on vous dit il ou elle m'a abandonné, je vais mourir. Au lieu de le prendre au sérieux, on a tendance à rire, mais ce n'est pas méchant, ce n'est pas vraiment une façon de délaisser, c'est parce qu'on a l'habitude de rigoler de tout. Est-ce qu'en ce moment-là, on fait mal? Parmi les signes avant-coureurs du suicide, il y a ce côté de banalisation du mal. Absolument. Du mal. On est tellement souvent pris focus sur soi-même qu'on banalise le mal de l'autre. C'est ça. Et en banalisant le mal de l'autre, il s'attend à une réponse sociale. Mais malheureusement, comme la réponse sociale ne va pas dans le sens de l'amélioration de ses conditions, en ce moment-là, l'individu, la personne, peut tendre vers le suicide. Et pour exemple même, vous verrez que dans la société tout entière, souvent, les gens se replient plus sur eux-mêmes, tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu de réponse d'autrui. Et mes collègues ici l'ont tellement bien dit que il faut faire un peu attention à la façon dont on répond à un problème, à une sollicitation. Et c'est surtout ça, les signes avant-coureurs viennent surtout de la banalisation, simplement, de la banalisation d'un acte, d'une faiblesse, d'un manque, etc. Et surtout, hein, je ne vous coupe pas, surtout en famille, quand quelqu'un va voir peut-être son cousin, son oncle, etc., et dit, écoute, j'ai tel problème, je veux me suicider, c'est très vite arrivé. Ok, bon débarras, repose en paix. Qui veut se suicider, l'annonce. Voilà, qui veut se suicider, l'annonce. Paresseux, etc. C'est très vite arrivé, en fait. C'est ça, cette banalisation. Ces clichés, ces stéréotypes que nous avons souvent lorsqu'on vient de dire, ben, je vais aller me tuer, je vais aller me suicider, etc. etc. Excusez-moi, je vais le dire en fond, beaucoup beau. Oui, bon, effectivement. Donc, ces clichés, ces stéréotypes-là montrent aussi qu'à l'intérieur même de la société, même de nos familles, il y a un problème. Il y a un problème qui peut se dégager. Le problème ici, je peux dire que c'est une sorte de déni de la réalité. D'accord. On ne reconnaît pas forcément la gravité de l'acte, mais de ce que l'autre est en train de dire. On se dit, non, ça c'est rien. Tu vas pouvoir affronter ça. L'homme a déjà vu piquer ça, etc., etc. Mais dans tous ces verbatim-là, tous ces discours mis autour du dépressif le conduisent forcément à la mort. Parce qu'il se dit il n'a plus de soutien, il n'a plus de repères, il n'a plus de recours possible. Dans tous les cas, tout le monde le banalise, tout le monde le néglige. Donc, autant qu'ils finissent. Voilà, autant mais justement, lorsqu'on n'a pas ces signes, par exemple, elle a donné l'exemple de cet individu-là qui s'est suicidé, ce jeune qui s'est suicidé juste parce qu'on lui a annoncé qu'il avait l'hépatite. Lorsque je ne vois pas venir cela, est-ce que quelque part, il y a un moyen de rattraper? Oui, il y a aussi les perceptions, souvent les perceptions propres et personnelles par rapport à un problème. Bon, on dit j'ai l'hépatite. Comment est-ce que je considérais bien avant la maladie hépatite? Ben, en ce moment-là, vous voyez, souvent on est dans l'exagération. Dans cette exagération, on se dit, ben, l'hépatite, c'est la mort. L'hépatite, ma vie est foutue. Autant raccourci. Autant raccourci. Il a déjà vu quelqu'un mourir. Voilà, d'hépatite. Donc, l'hépatite est tellement grave à son niveau. Effectivement, c'est tout ça que j'appelle stéréotype. Hein. L'hépatite est tellement grave, mais telle maladie est tellement grave que autant on finit tout de suite. Je ne veux pas que mes parents dépensent inutilement sur moi. Je n'ai pas envie de souffrir inutilement. En ce moment-là, je préfère me donner la mort parce que la maladie est incurable. Dans ce cas, comment on peut encore rattraper le tir, monsieur Aliroui? Le tir est rattrapable simplement parce que la dépression elle-même est la seule affection psychopathologique qui se guérit. Ah! Oui. Ah, comment cela? Quoique c'est une maladie de santé mentale, c'est une psychopathologie, la dépression aujourd'hui reste la seule pathologie psychomentale qui se guérit totalement. C'est pas sans crainte d'une rechute. Il peut y avoir des rechutes. D'accord. Et c'est là que ça devient intéressant. Il peut y avoir des rechutes, mais dans la dépression, vous aurez une guérison, une rémission totale. Une guérison. Donc, c'est la seule. Ça donne espoir. Et pour dire encore, l'espoir vient aussi du processus même du suicide.
Le suicide ne s'installe pas du jour au lendemain. On parle de suicide que quand il y a réussite des idées suicidaires. C'est cela. Quand il y a réussite des tentatives de suicide. Mais ça va commencer par les idées noires. Comme on est en train de le dire, tout est noir, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus rien à faire, j'ai perdu, je ne peux plus jamais trouver un amour comme elle. Et puis, ou bien, voilà, ça fait 10 ans, je fais des dépôts partout, il n'y a pas d'emploi, la vie devient de plus en plus chère, j'ai des charges, mes enfants sont, etc., etc. Quand tout ça là vient, écoutez, vous perdez votre emploi, vous perdez votre femme, et puis, bon, voilà, vous faites un accident de circulation. C'est des situations qui se cumulent et qui vont aller fouetter votre comment dire, mécanisme de défense. Et ça va booster tout ça. Et pour la guérison, c'est l'entourage qui guérit ou est-ce qu'il faut forcément ça dépend du degré de la dépression. D'accord. Donc, si vous êtes dans une dépression, l'entourage est pris tout le long. Si vous êtes dans une dépression légère, vous avez besoin obligatoirement d'en parler. D'accord. La guérison part de l'individu lui-même. Ok. Parce que c'est vrai qu'il dit... Si vous avez une dépression, si vous avez des idées suicidaires, s'il vous plaît, parlez-en. C'est ce que le médecin Il faut en parler. Vous le dites. Et maintenant, ceux qui écoutent, comme on est en train de le dire, il ne faut pas écouter parce qu'il est venu me le dire, donc c'est à moi d'écouter. Est-ce que vous aviez le bagage, vous aviez l'ossature nécessaire pour écouter? Parce que... Mais comment j'identifie celui qui peut m'écouter sans me juger et sans me faire sentir plus mal? Non, justement, c'est là que ça devient intéressant, Jennifer. Quand je suis vraiment au fond de mon abîme, moi, je cherche de l'aide. Le premier qui vient, je lui livre, je lui dis, je suis dans un trou. Est-ce que tu peux m'aider? Maintenant, à lui de voir, est-ce que le bras qui veut me tendre est suffisamment solide pour me sortir de là, ou il a besoin d'un bois pour prolonger son bras et tout ça. Qu'est-ce que je suis en train de dire en disant, moi je vais juste alerter l'entourage. Et n'importe qui, ça peut être le premier médecin que je vois, ça peut être l'ami, comme je l'ai dit, le suicidaire ou celui qui a des idées suicidaires, même à son ennemi, il va donner les signaux. Maintenant, à l'ennemi de chercher à savoir est-ce que je peux l'aider ou bien qui est mieux placé pour l'aider. Parce que quelle estime il a de toi, ça joue beaucoup dans sa décision à prendre l'aide, parce qu'il va demander de l'aide, mais il ne va pas prendre l'aide si l'aide n'est pas adaptée. Absolument. Donc, il faudrait que celui qui veut venir aider puisse lui montrer que je suis vraiment venu pour t'aider. C'est de cela on parle, pas de comparaison. Pas de jugement, pas de récrimination. Et donc, l'écoute, elle a bien dit, ça doit rester permanent. Et quand on dit vous êtes là pour l'écouter, l'écoute, ce n'est pas seulement tendre les oreilles, c'est dans tout le... Peut-être l'accompagner, celui qui parle d'hépatite, l'accompagner même au traitement, pour le rassurer que vous êtes là. Vous dégagez votre temps pour l'accompagner. Les médicaments, il ne peut pas les acheter, vous achetez pour lui. Et quand vous achetez, ne dites pas, moi-même, je n'ai pas de truc, je vais aller voici pour qu'on m'aide. Ça va le décourager davantage. Vous n'avez pas besoin de le lui dire. Vous venez voir Jennifer, vous venez voir Maurice, vous trouvez l'argent, vous achetez les médicaments. Et est-ce que tu l'as déjà pris? Sans lui mettre la pression. Mais vous montrez votre présence. Et c'est de ça que l'entourage, la famille ne fait pas. Parce que j'ai aussi mes problèmes. Tout à fait. Je ne vais pas passer le temps, et comme elle a bien dit, je le fais une fois, mais continue de prendre ta vie en charge. Non, il faudrait le faire jusqu'à ce que la personne puisse sortir de là. Et c'est pour ça que je dis, n'écoute pas qui veut, mais qui peut. Est-ce que vous-même, parce qu'en écoutant, vous épuisez vous-même. Et puis, la dépression a cela de contagieux. Ça. Donc, vous pouvez être en train d'assister quelqu'un et vous-même faire une dépression. C'est ça, c'est ça. Merci beaucoup, hein, Monsieur Alirod. On en a beaucoup appris. Ce sont des choses qu'on a, des gestes et des faits, des actions que nous avons l'habitude de poser sans forcément s'en rendre compte. Je viens sur vous, docteur Ganiata Kambi, sur l'écoute. Comment écouter? C'est vrai qu'il a si bien dit. Comment écouter et être sûr du résultat? Parce que je sais que vous êtes un peu une experte dans ce sens-là. Alors, pour l'écoute, d'abord, comme a si bien dit le psychologue, si cette personne vient vers toi, alors tu essaies franchement de l'écouter. C'est pas oui, je t'écoute. Alors là, ok, je t'ai écouté. Et tout, dommage. Non, dommage. Ok, tu sais, je suis un peu occupée là. Exactement. Tu comprends? Non. Essayons de dégager du temps pour cette personne. Moi, il m'arrive de faire des consultations d'1 heure. C'est-à-dire, la personne vient, j'ai juste les maux de tête, mais tu sens que cette personne ne va pas bien. Et dès que tu dis, madame, monsieur, qu'est-ce que vous avez? La personne se met en pleurs. Et là, tu laisses tout, le bic, et puis tu écoutes. Tu
fais 1h30 à écouter. Et quand tu écoutes, tu vois, le simple fait que la personne parle, il se dégage. Ils sont qui parlent à quelqu'un, la personne l'intéresse en fait. Quelqu'un est intéressé par moi. C'est vrai que ça soulage. Hein? Ça soulage. Donc comme je l'ai dit précédemment, il faut écouter. Et quand on dit écouter, c'est égal à la patience. Tu peux écouter quelqu'un pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, sans te fatiguer en fait. Et comme l'a si bien dit l'autre, est-ce que je suis apte à écouter cette personne? Si moi-même je vis des situations dans ma vie. Comme il le dit, ce qu'il me raconte me rappelle ce que je vis. Voilà, nous sommes dans la dépression, tu me déprimes. Et c'est aussi de pouvoir dire, bon, écoute, moi, je ne peux pas t'aider, mais je t'envoie vers un professionnel ou vers quelqu'un qui pourra vraiment t'aider. Mais quand je le dis aussi, je ne me retire pas, en fait. Je suis là comme observateur, je t'observe. Est-ce que tu es allé voir la personne? Qu'est-ce que la personne t'a dit? Est-ce que tu as appliqué? Et tout. Donc, c'est tout un processus, c'est la patience. D'accord. Et on essaie de comprendre cette personne, de percer le fond de l'abcès et de pouvoir aider cette personne. D'accord. Votre profil m'intéresse particulièrement parce qu'on n'en finit pas d'apprendre. Je crois que vous donnez des formations également. Oui. Vous faites des sensibilisations. On fait des sensibilisations pour la jeunesse béninoise sur tous les plans et surtout également sur la santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, franchement, c'est fort. La jeunesse. Prochain rendez-vous? C'est en septembre. Septembre prochain, oui. On prend le rendez-vous. Quelle date? On ne sait jamais. Je vais noter ça dans mon agenda. Alors, vous allez peut-être lancer un appel. On a un camp du 13, 14, 15 septembre, un camp thérapeutique. Un camp thérapeutique, comment ça va se passer? Vous allez soigner les gens, vous allez les écouter? Non, alors les thèmes déjà, c'est de la dépression au suicide, est-ce mon dernier choix? De la dépression au suicide, est-ce mon dernier choix? C'est-à-dire, est-ce que le suicide, c'est mon dernier choix? Et là, nous avons toute une équipe de psychologues, de psychiatres, de moi-même et d'autres personnes. Donc, si j'ai un problème dont j'arrive pas à parler, je prends contact avec vous en secret. Justement. Et puis on se retrouve là-bas en septembre. Merci beaucoup alors, monsieur Assogba Okri. Ouais. Pour finir rapidement, je vais conclure avec vous. Ben, pour finir, moi je dirais que la plus grande aide qu'on peut apporter à un candidat au suicide, je vais utiliser le terme de candidat au suicide, c'est d'abord l'écoute. C'est l'écoute et puis le fait de ne pas banaliser le mal qu'il subit. Mais revenez un peu sur l'écoute pour finir rapidement. Bien sûr. L'écoute est ici tellement important que plein de personnes, pratiquement nous tous, on n'arrive pas à écouter. Parce que après, tu as des problèmes, quoi. Voilà. Bon, c'est ce que je dis, hein, on ramène toujours sur soi-même. Bon, moi aussi j'ai mes problèmes, moi aussi j'ai mes difficultés, je ne vais pas passer le temps. Mais il faut quand même prendre le temps d'écouter l'autre. C'est toujours important. Et l'autre, on se fait du bien. Et effectivement, souvent, vous savez, on a tellement envie, on a tellement de problèmes qu'on a envie d'en parler. Pas forcément qu'on a envie de se suicider directement, ça ne nous prend pas directement, mais tout au moins en parler. Et lorsqu'on a une oreille attentive, quelqu'un qui porte cette attention-là, ça résout déjà une partie du problème. Tout à fait. Donc, il faut être souvent à l'écoute de son entourage et ne pas banaliser le mal des autres. D'accord, merci beaucoup chers invités. Moi j'ai beaucoup aimé ces échanges justement parce qu'il s'agit de gestes qu'on a au quotidien. On peut être très à cheval sur certaines choses mais banaliser totalement d'un autre côté parce qu'on se sent agacé, mais on n'aimerait pas du tout avoir une mort sur la conscience. Donc lorsque quelqu'un est dépressif, faites attention à lui. Lorsque quelqu'un vous parle de suicide, accompagnez-le, même si ça vous agace forcément, accompagnez-le justement pour éviter le pire. Merci beaucoup, chers invités, mais je ne vous raccompagne pas. J'ai une petite surprise pour vous parce que personne n'est au courant. Nous allons faire un quiz sur ce plateau. Nous allons faire le quiz juste après ce générique. Tout le monde panique, hein. Tout le monde panique sur ce plateau. Je suis très gentille, hein. Je suis très gentille. Alors on y va, on commence tout de suite. Je suis une pâtisserie à base de farine, de beurre et d'œufs, le plus souvent sucré. Ma préparation donne lieu à une pâte sucrée cuite au four, généralement dans un moule et destinée à être consommée de façon fraîche après avoir été éventuellement garnie d'une crème, d'un glaçage
ou d'une sucrerie. On me présente parfois, personne n'a la réponse, on me présente parfois un gâteau. Voilà, un point pour Monsieur Ali Ronou. On me présente parfois sous forme montée dans les mariages où je suis un indispensable, tout comme dans les anniversaires, je suis le gâteau. On parle à présent d'un oiseau. Je suis un oiseau. Plus précisément, non, ne paniquez pas, docteur Akambi. Je suis un oiseau, plus précisément un pigeon, considéré comme symbole... Non, comme... Je suis un animal, un oiseau, pardon, plus précisément un pigeon, considéré comme symbole de paix, de douceur. Colombe. Oui, Colombe, il a dit en premier. Alors, un point pour Monsieur Assogba Okri. En raison de ma couleur blanche, dans la... Non, moi, je soutiens les femmes hein, sur ce plateau. Dans la tradition chrétienne, je symbolise le Saint-Esprit, car selon la Bible, c'est sous ma forme que je suis descendu sur Jésus dans le Jourdain. Je symbolise également l'amour, la fidélité, car connu pour garder le même conjoint jusqu'à ma mort. Je suis la colombe. Accessoire de mode, à présent, je suis une bande de cuir. Un petit indice, je l'ai peut-être sur... Ah là là. Bon, un point pour monsieur écrit. Il faut donner à la femme. Merci beaucoup. Vous êtes galant. On donne le point à Dr Akambi. Donc, tout le monde est à égalité sur ce plateau. Je suis une bande de cuir, de tissu ou d'une autre matière souvent souple avec une boucle qui se porte autour de la taille pour la cintrer et pour y maintenir un pantalon. Je suis utilisée comme accessoire de mode ou pour porter différents types d'outils. Je suis également utilisée en sport où j'interviens en tant que soutien dans le gainage. Je suis la ceinture. Quiz 4. Je suis un spectacle assez particulier. Sur ma scène se produisent le plus souvent des acrobates qui proposent des numéros... Oui. Wow. non mais, bon. Monsieur Assogba Okri, ne soyez pas si... Laissez les autres gagner un peu quand même. Il est compétiteur. Il est très compétiteur. Bon, en tout cas, monsieur Ali Ronou aussi avait la réponse. Docteur Akambi était timide. Lâchez-vous, vous allez gagner. Tant que je suis là, vous allez gagner. Alors, je propose des numéros de dressage, de domptage d'animaux et je donne des spectacles de clowns, de jonglerie et des tours de magie. Mon appellation vient du latin circus, qui est en référence à une enceinte circulaire. Je suis un cirque. Et pour finir, je suis un gros et grand arbre des régions chaudes d'Afrique. Finalement, c'est pas moi c'est pour elle. Alors, tout le monde est à égalité. Tout le monde a gagné. Tout le monde a 2 points. Je suis un gros et grand arbre des régions chaudes d'Afrique et d'Asie. Et mon tronc a parfois 8 mètres de diamètre. Mes branches sont très étalées et mes fruits peints de singe sont comestibles et à saveur acidulée. Ma poudre également est comestible et renferme de nombreuses propriétés thérapeutiques. Je suis le baobab. Bravo pour tous mes invités. Tout le monde a gagné sur ce plateau. Je vous dois tous un cadeau. Alors, mesdames, messieurs, c'est tout pour la parenthèse de ce jour. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. On prend congé de vous et on se dit au revoir et à très bientôt.